Bonjour, vous écoutez le podcast Parentalité. Pour répondre à vos préoccupations de parents, nous avons eu l'occasion d'aller vous interroger sur différents espaces fréquentés par les familles. Grâce à ces échanges, nous avons pu définir des sujets d'émission. Aujourd'hui, nous abordons des repères à chaque âge, grandir en toute confiance. Je suis Audrey, travailleure sociale à la CAF de Maine-et-Loire. Je suis Lucie, référente famille habitant à l'association Passage de Verrières-en-Anjou. La place de l'enfant et l'autorité dans la famille ont beaucoup évolué ces dernières années. Tout parent désire le meilleur pour ses enfants et chaque parent fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Si les parents ont confiance en leurs propres repères et s'ils sont persuadés que leurs décisions pour leur enfant sont justes, c'est déjà une force. Accompagner son enfant à grandir, c'est lui transmettre des principes, des valeurs, des frontières. Imaginez un seul instant l'insécurité et le stress que signifierait de rouler en voiture sans code de la route. Pour l'enfant, c'est pareil. Quel que soit l'âge de l'enfant, comme l'adulte, il est confronté à la réalité, à des interdits, à des contraintes. Cela entraîne des frustrations, des colères, des angoisses. Cette confrontation à la réalité l'aide à se développer, à trouver sa place dans la société. Être parent, c'est donc transmettre un code de la vie. Pourtant, à l'heure actuelle, nous entendons souvent que les enfants grandissent sans limite, que les parents ne savent pas dire non. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas si simple. Il arrive que l'on fasse des erreurs, que l'on tâtonne, qu'on ne sache plus vraiment comment ajuster nos méthodes éducatives en fonction de notre histoire familiale, des évolutions de la société, de notre situation ou de notre état d'humeur à un moment T. Bref. Accompagner un enfant à grandir, c'est un processus complexe. N'oublions pas que chaque parent possède des compétences. Alors essayons de nous faire confiance en nous appuyant sur des repères. Nous allons donc accueillir Agathe, Linda et Erika de la Maison des Solidarités et Agnès de l'EPE 49 pour aborder les repères en fonction des âges des enfants. Nous aurons également la chance d'entendre la voix de quelques enfants qui exprimeront leur point de vue concernant les règles à la maison. On va d'ailleurs commencer par les écouter. Bonjour Anaëlle. Alors, quel âge tu as ? 8 ans. Ok. Alors, ma première question, est-ce qu'il y a des règles à la maison ? Et oui. Et pour toi, à quoi ça sert ces règles ? À pas trop aller sur les écrans, à respecter les règles pour qu'on n'ait pas, par exemple, pour pas qu'on regarde trop les écrans, qu'on fasse n'importe quoi, voilà quoi. Et donc, pour toi, c'est important qu'il y ait des règles à la maison ou ça sert à rien ? Non, ça sert pas à rien. Est-ce que, par exemple, il y a des règles autour de... T'as le droit de faire tout ce que tu veux, de sortir quand tu veux, Non. Non, ok. Il y a des règles où t'es pas d'accord parfois ? Oui. Est-ce que t'auras un exemple ou pas ? On doit s'habiller, se brosser les dents avant d'aller sur les écrans. Parce que c'est plus important de commencer par ça, peut-être, parce qu'après t'oublies. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Merci Annelle. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Manon et j'ai 12 ans. Est-ce que chez toi, tes parents te mettent des règles de vie à la maison ? Oui, il y en a beaucoup, mais elles me paraissent normales. Pour moi, c'est devenu une habitude. D'accord. Est-ce que tu peux m'en nommer, du coup, quelques-unes ? Il y a les règles de respect, les règles de sécurité et les règles d'hygiène. Les règles de sécurité, ça va être de pas se promener dans la maison avec des objets dangereux, ne pas allumer une bougie sans la permission, D'accord. ne pas toucher au gaz, se dire bonjour. Il y a aussi l'écoute qui est importante. Il y en a encore plein d'autres. C'est les plus importantes. T'as parlé des règles d'hygiène aussi. Alors qu'est-ce que t'entends par là ? Quand on va aller dehors, on va devoir changer de chaussures pour rentrer dans la maison pour pas la salir. Ok, je comprends. Et pour toi, toutes ces règles, à ton avis, ça sert à quoi ? Pourquoi tes parents, ils te donnent ces règles-là ? C'est pour qu'on s'entende mieux quand je vais vers le respect. Pour la sécurité, c'est pour pas que la maison elle soit en désordre, pour pas que ça soit dangereux. Et pour l'hygiène, pour qu'elle soit propre et pas en bazar. Et pour toi, ça te convient, toutes ces règles ? Oui. T'es d'accord avec toutes les règles de tes parents ?
Des fois, pas toutes, mais la plupart, oui. D'accord. Allez, par curiosité, quelle serait la règle pour laquelle tu n'es pas forcément d'accord? Bah, par exemple, on peut pas sauter sur les lits et les canapés, mais moi, je pense que ça pourrait être drôle. D'accord. Mais bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ta participation pour ce podcast. Merci. Bonjour, Comment tu t'appelles? Mathis, Tu as quel âge? 6 ans et demi. Que je voulais te poser comme question. Et je vais bientôt avoir 7 ans au mois de décembre, du coup. C'est important de le dire. Ouais. Ok, donc Mathis, qui va bientôt avoir 7 ans, est-ce que tes parents te donnent des règles Oui, à la maison? oui. Il y en a un petit peu, beaucoup, moyen? Beaucoup, je sais pas, moyen. Moyen? Beaucoup, Beaucoup? Alors, on choisit quoi? Beaucoup ou moyen? beaucoup. Beaucoup. Est-ce que tu peux me donner des exemples sur ces beaucoup de règles? Pas pousser quand il y a des personnes à la maison. D'accord. Pas taper, pas crier, pas dire des gros mots. Mhm. Pas monter sur le lit quand il y a des gens. Pas taper dans la lampe, parce que sinon ça peut la casser. Et je sais pas d'autres. Et à ton avis, à quoi ça sert toutes ces règles que tes parents te donnent? Pour pas faire n'importe quoi. Et aussi pour pas faire assommer quelqu'un si quelqu'un est en dessous la lampe. Est-ce que tu es d'accord avec toutes les règles que tes parents te donnent? Oui. Toutes? Et tu Oui. respectes toutes les règles que tes parents te donnent? T'as pas envie de me le dire? Pourquoi? Parce que tu respectes pas toutes les règles? Et ça te fait rire? Pourquoi? Je respecte tous les règles à la maison. C'est difficile de respecter toutes les règles? Oui. Oui, il y en a beaucoup, alors c'est pas facile. Ouais. D'accord. Alors, tu t'appelles comment? Maxence, Et tu as quel âge? 9 ans. Alors, est-ce que dans ta maison, il y a des règles? Oui, il y en a plusieurs à respecter. Par exemple, quand on sort un jouet, faut tout de suite le ranger. Quand il y a des invités, faut leur dire les règles pour qu'ils respectent les règles. Eux aussi, pas déranger les parents quand ils jouent. Et quand on regarde la télé parce qu'on s'ennuie, faut surtout pas parler fort. Toi, à ton avis, toutes ces règles que ton papa et ta maman ils te donnent, ça sert à quoi? Ça sert à que la maison soit pas en bazar et qu'elle soit propre. On se passe pas mal en marchant sur des jouets. Et bah, du coup, tout ça, c'est juste pour qu'on soit mieux. Si on rangerait jamais, bah, quand on casse quelque chose, si on le range pas, bah, toute la planète sera en bazar. Tu es d'accord avec toutes les règles que ton papa et ta maman te donnent? Non, pas trop. Parce que des fois, j'aime pas quand ils me disent de pas faire un truc alors que ma sœur le fait. D'accord. Donc si tu pouvais modifier éventuellement une règle, ce serait laquelle? Par exemple, j'aide tout le temps ma sœur parce que mon papa me dit montre l'exemple, mais à un moment j'en ai marre de montrer l'exemple et elle se sert juste de moi parce que quand je lui montre l'exemple, bah après elle réussit à avoir ce qu'elle veut. Ça agace Et un petit peu. c'est un petit peu injuste. C'est un peu injuste. D'accord. Non, après je le retiens pas tout le temps parce que des fois on est un petit peu trop excité et on n'arrive plus à se contrôler. Du coup, des fois c'est bien de s'enfermer un petit peu dans sa chambre pour respirer un petit coup et après aller jouer. Bon, merci beaucoup pour tout ça. Je te remercie Maxence. De rien. Bonjour Paulin, merci de bien vouloir répondre à mes questions. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bonjour, je m'appelle Paulin et j'ai 9 ans. Alors ma première question, est-ce qu'à la maison il y a des règles de vie? Oui. Il y en a beaucoup? Oui. Lesquelles par exemple? Est-ce que tu pourrais m'en citer quelques-unes comme ça qui te viennent en tête? Pas se taper, mettre la table et aider les parents. Et est-ce que toi tu respectes toutes les règles de la maison? Bah, pas toutes. C'est dur parfois de les respecter? Oui. Pourquoi c'est dur? Bah, parce que c'est pas ce que t'as envie de faire. Ah. Et à quoi ça sert les règles pour toi à ton avis? Bah, pas se taper que la maison reste propre et pas que ce soit le bazar. Et est-ce qu'il y a des règles par exemple pour lesquelles tu n'es pas d'accord toi? Non, je suis toute d'accord. Tu es d'accord avec toutes les règles de la maison? Oui. Ok, d'accord, merci. Comment tu t'appelles? Soline, Et tu as quel âge? 6 ans. Alors aujourd'hui, je vais te poser comme question, est-ce que tu as des règles qui sont données à la maison? Oui, un petit peu. Un petit peu? Est-ce que tu peux me donner des exemples? Par exemple, quand quelqu'un veut qu'on ferme la fenêtre dans la voiture, et ben, on le fait. Et si quelqu'un veut entrer dans la voiture et que l'autre il peut pas, et ben, il faut le laisser passer en premier. D'accord. Et dans la Et maison? s'attacher.
D'accord, s'attacher, faut mettre la ceinture. Et dans ta maison, est-ce que t'en as? Oui, de pas faire la roue pieds nus où il y a des choses fragiles et qui sont un petit peu trop proches. Et ensuite, pas éteindre la lumière quand quelqu'un est enfermé dans sa chambre. D'accord. Et à ton avis, pourquoi on te donne ces règles-là? À quoi ça sert? À respecter les gens? Ouais, super. À quoi d'autre? Bah, je sais pas. Tu sais pas? Et est-ce que t'es d'accord avec toutes les règles que tes parents te donnent? Ouais, t'es d'accord avec tout? Est-ce qu'il y en a une que tu pourrais éventuellement contester, c'est-à-dire un petit peu modifier? Bah, faire la roue pieds nus où il y a des choses fragiles. Est-ce que tu penses que si ton papa ou ta maman ils te disent de pas le faire, c'est pour te protéger? Parce que ça nous peut couper, hein. Ah ouais. Alors du coup, tu choisis quoi? De respecter la règle ou de quand même essayer? De respecter la règle. Donc c'est plutôt chouette. Ok. Est-ce que t'as quelque chose à dire encore là-dessus? Non. Non? Bah je te remercie beaucoup. Vous écoutez le podcast Parentalité. Agnès, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, oui, donc je suis la responsable d'une association qui s'appelle le PE 49 et qui est une association de soutien à la parentalité. Donc c'est à la fois une association ressources pour les parents, mais aussi pour les professionnels qui accompagnent les enfants dans toutes les situations de leur vie, que ce soit à l'école, dans la petite enfance ou dans tous les, je dirais, à travers tous les âges. Merci d'être là aujourd'hui. Alors je vais te poser une question. Pourquoi c'est si important de fixer un cadre et de transmettre des codes à nos enfants? Nous, ce qu'on dit aux parents souvent, c'est que, en fait, je dirais que c'est un rôle qu'ils vont découvrir avec la naissance d'un enfant, et que, de même que l'enfant était très protégé dans le ventre de sa maman, à partir de la naissance, en fait, ça va être un petit être complètement démuni et qui est complètement dépendant des parents. Et en fait, ce qui est important, c'est que les parents prennent conscience que leur rôle est d'accompagner leur enfant depuis la toute petite enfance, je dirais jusqu'à leur complète autonomie. Et tout ça, ça va passer par un cadre, d'abord pour la sécurité de l'enfant, et ce cadre va être élargi et revisité en fonction de l'âge de l'enfant. Le cadre donc va définir les règles ne seront pas les mêmes dans la petite enfance, à l'adolescence, évidemment, après à l'âge adulte. Merci. Du coup, moi ce que j'entends, c'est en fait, en tant que parent, c'est de définir des règles pour nos enfants, dans l'idée de les aider à se construire leur propre identité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important, effectivement, de mettre des règles, mais de discuter de ces règles avec l'enfant, pour que l'enfant soit averti de ce qu'il peut faire ou pas. Si un petit enfant de 18 mois s'approche d'une porte d'un four qui est brûlant, le parent va tout de suite dire attention, c'est chaud, voilà. Et il va réagir pour protéger l'enfant. Mais après, au fur et à mesure que l'enfant va grandir, il va conquérir l'espace, gagner en autonomie, et à chaque fois, à chaque passage, à chaque, je dirais, progression dans son développement, c'est important de redéfinir les règles et les limites. Si on peut prendre cet exemple de l'enfant qui naît, donc qui est contenu dans le ventre de sa maman, puis après dans un couffin, puis après, alors autrefois ça se faisait dans un parc, mais maintenant à la crèche, l'espace va aussi être délimité, et après au fur et à mesure qu'il va grandir, il va découvrir d'autres cadres, d'autres règles qui seront définies par les lieux qu'il va visiter. Voilà, donc c'est vrai que dans les reportages des enfants, les enfants ont beaucoup évoqué les règles de la maison, mais ils savent s'adapter, ils savent aussi qu'à la maison on fait comme ci comme ça, et que ça sera pas pareil forcément dans la maison du copain, mais les règles seront aussi différentes à l'école. Donc on voit bien que l'enfant s'adapte en fonction du lieu et en fonction, je dirais, de son âge. Mais c'est important, je crois, de définir les règles avec l'enfant pour qu'il connaisse le pourquoi on fixe cette règle. Ouais, je trouve ça intéressant là, ce que tu es en train de dire. Ça me renvoie le fait que finalement, quand on va être parent ou qu'on est déjà parent, ça peut être intéressant de réfléchir déjà sur ce qui nous a peut-être plu dans notre éducation et ce qui nous a éventuellement déplu, de pouvoir un petit peu recenser ce qu'on souhaiterait retransmettre auprès de nos enfants. Et puis après avoir fait ce temps de réflexion, d'en échanger peut-être avec le coparent pour co-construire, ça c'est dans l'idéal, mais en tout cas de pouvoir co-construire ensemble le cadre qu'on souhaiterait proposer, offrir à nos propres enfants. C'est un peu ça. Ça pourrait être une piste. Alors c'est vrai qu'en étant parent, on se pose quand même souvent la question par rapport aussi à notre propre histoire. Qu'est-ce que l'on a reçu et quel est ce schéma éducatif que l'on a reçu, que l'on apprécie ou pas, ou sur lequel on peut s'appuyer, que l'on rejette,
ou que l'on agrémente. Ça dépend effectivement de l'histoire de chacun. Et c'est vrai que dans un projet d'enfant, les deux parents n'ont pas forcément les mêmes avis, n'ont pas les mêmes histoires. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir en discuter ensemble de qu'est-ce que nous décidons pour notre enfant. Et je crois que plus on le réfléchit en amont, plus c'est simple en fait. C'est important de réfléchir à qu'est-ce qu'on a comme projet éducatif pour l'enfant et quelles sont les valeurs qu'on transmet. Et même au sein d'une même famille, ce schéma éducatif que l'on projette sur un enfant ne fonctionnera pas de la même façon d'un enfant à l'autre. Et donc c'est vraiment important de pouvoir adapter justement en fonction de la personne, puisqu'on travaille avec de l'humain, donc il n'y a pas de recette miracle. En fait, c'est quelque chose qu'on découvre et c'est vraiment important d'ajuster son rôle de parent en fonction des âges et en fonction de chacun des enfants. Mais au départ, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Voilà, dans nos valeurs, dans nos croyances, dans notre sens de l'effort. Je ne sais pas, peut-être que dans certaines familles, ce sera le goût du sport, du dépassement de soi. Pour d'autres, ça sera peut-être l'attention aux autres dans la famille, donc plutôt des valeurs de cœur. Ou est-ce que ça sera une ouverture au monde artistique ou à l'écologie? Enfin voilà, chaque famille, je dirais, a un projet et en fonction de ce projet, va essayer de guider son enfant pour ce qui est le mieux pour lui, mais par rapport à leurs propres valeurs. Oui, merci beaucoup. On encourage les parents. On va continuer en échangeant un petit peu sur les repères selon les tranches d'âge. Je crois que c'est toi, Erika, qui prend la parole en premier. Oui. Je te laisse te présenter et nous parler plutôt de la petite enfance, donc c'est-à-dire moins de 3 ans. Bonjour, donc moi c'est Erika, je suis puéricultrice de PMI à Angers. Je vais vous parler des tout-petits, de la naissance à la fin de l'école maternelle. Pour ceux qui ne connaissent pas la PMI, c'est la protection maternelle et infantile. C'est un endroit où on accueille les enfants de 0 à 6 ans. Donc penchons-nous tout d'abord sur les besoins des tout-petits. Pour un très petit enfant, le cadre, son environnement, les repères doivent avant tout être cohérents et constants. Il est intéressant que l'environnement soit vivant, mais il doit être aussi sécurisant et structurant. Pour aider son enfant à bien grandir à cet âge, il est important que le parent se sente lui-même sécure. Il pourra ainsi veiller à la sécurité de son enfant et à sa protection. Les parents peuvent aider à cette constance et cette sécurité en adaptant les rythmes des journées aux besoins de sommeil, d'alimentation et de distraction. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, son langage, ses possibilités de communiquer et d'apprendre se développent. Il est alors possible d'expliquer, de mettre des mots sur le cadre posé, comme disait Agnès tout à l'heure. Mais attention, expliquer ne veut pas dire se justifier. Il est très important d'être confiant sur les limites posées et de ne pas culpabiliser. Le cadre va permettre à l'enfant de se sentir confiant et de grandir sereinement. Quand l'enfant grandit, il expérimente davantage. L'environnement devient son terrain de jeu, de découverte. Plutôt que de devoir interdire, il est plus intéressant de sécuriser cet environnement et de reprendre point par point les dangers à éviter. Toutefois, les aménagements n'empêcheront pas de devoir être vigilants. La majorité des parents sont, à un moment ou l'autre, déstabilisés par les colères de leur enfant. Et c'est normal. Si cette étape dans la vie de parents est déstabilisante, il faut avoir en tête qu'il est tout à fait normal qu'un enfant mette du temps à gérer les situations de frustration, autrement qu'en exprimant de la colère. Mais alors que faire devant ces situations de manifestations bruyantes, déstabilisantes? Dans un premier temps, on peut apaiser son enfant. Le moment même de la colère n'est pas celui où il peut entendre, où on peut lui expliquer ce qui s'est passé. Une fois l'enfant apaisé, avec un peu de distance dans le temps, il sera alors possible de mettre des mots, de reprendre la situation et d'en échanger avec lui. Pour cela, vous pouvez utiliser des supports comme des livres par exemple. Toutefois, gardez en tête que ce n'est pas pour autant que cette étape sera acquise. Il faut bien se le dire, éduquer, c'est répéter. Ça peut être fatigant, parfois décourageant, mais c'est une situation normale, classique. Pensez également aux relais que vous pouvez avoir autour de vous. L'autre parent, les grands-parents. L'enfant apprend progressivement. Il met du temps. C'est dans son intérêt de lui dire non, bien que cela ne soit pas agréable. Ça lui permet de grandir, d'apprendre et d'être sécurisé. Il n'y a donc pas lieu de culpabiliser, mais plutôt d'être confiant sur ce non. Votre enfant ne vous aimera pas davantage s'il a tous les cadeaux du monde, et il ne vous aimera surtout pas moins s'il n'a pas tout ce qu'il demande. De son côté, quand l'enfant est dans l'opposition, qu'il dit non, c'est signe qu'il grandit, qu'il se différencie. Tout cela est normal. En revanche, si le climat à la maison est trop souvent tendu, avec des cris, des hurlements, il peut être important de se poser, de rechercher de l'aide. Sachez que lorsqu'un adulte crie, l'enfant n'en comprend pas forcément le sens ni les raisons, d'autant plus s'il est très jeune.
Les cris n'apportent pas de cadre à l'enfant, pourtant, dans la vie quotidienne, ils existent et sont présents. Ils ne sont pas éducatifs et ne devraient pas avoir lieu d'être. Quoi qu'il arrive, il faut toujours reprendre cela auprès de son enfant une fois la colère de l'adulte passée. Plus les enfants grandissent, plus ils sont capables de différer la réponse à leurs besoins immédiats, ils sont donc davantage en capacité d'attendre. Être disponible, ce n'est pas être en hypervigilance à chaque instant, ce n'est pas non plus s'oublier complètement et anticiper tous les besoins de son enfant. Pour bien grandir, les enfants ont besoin de parents sécurisants, qui apportent un cadre cohérent et clair. Cela va leur permettre de découvrir et s'épanouir. N'oubliez pas que l'ennui fait partie du développement de l'enfant et cela lui permet de développer son imaginaire. Merci Erika, super. Du coup, voilà, c'est une période qui peut pas toujours être facile en tant que parent parce que, en effet, ce petit n'a pas le langage et donc les colères, voilà, peuvent être difficiles à gérer. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de ressources à la fois dans l'entourage, mais aussi dans les lieux qui nous entourent. On en parlera plus loin tout à l'heure. Oui. Et en tant que parent, en effet, il ne faut pas hésiter à mettre des mots, même si le tout petit, lui, n'a pas encore ces mots-là. Je crois que c'est toi, Agathe, qui prend la parole ensuite pour nous parler du coup des enfants un peu plus grands. Oui, c'est ça. Bonjour, moi je m'appelle Agathe et je suis infirmière à la MDS, donc je suis une collègue d'Erika. Donc moi je vais vous parler des enfants plutôt de 6 à 12 ans. L'enfant généralement il est très curieux et dispose de capacités d'exploration, d'expérimentation et de communication. Donc en fait c'est une période où il découvre pleinement le monde. Petit à petit, grâce à ses capacités, il s'affirme, il a des avis et il les exprime. Donc tout cela en fait est très positif. Donc là c'est les parents, ils constituent en fait des repères très importants durant cette période et ils l'aident à développer sa personnalité et à faire ses choix qu'il affirme au fur et à mesure qu'il grandit. C'est un peu comme le phare au milieu de l'océan. À cet âge, les enfants font encore beaucoup pour faire plaisir à leurs parents et pas encore pleinement pour eux-mêmes. Donc en fait, ils ont besoin de repères, de guides sécurisants pour prendre au fur et à mesure de l'autonomie. L'autonomie, c'est aussi la possibilité pour les enfants de commencer à participer à la vie à la maison. Donc ce qui est très important dans cette période-là, c'est de commencer dès tout petit, donc dès 6 ans. On vous donne des exemples un peu concrets, c'est par exemple de mettre la table, de mettre son panier de linge sale, de le descendre pour qu'on puisse faire les machines. Enfin voilà, c'est des exemples où quand ils grandissent un peu, aller chercher le pain, expérimenter des petits trajets qu'ils peuvent réaliser seuls. Tout ça, ça leur permet de prendre des responsabilités progressives en fonction de leur âge, en sécurité. Ça leur permet de prendre confiance en eux et de bien grandir. C'est une possibilité aussi de rendre l'enfant fier de lui-même et de valoriser en fait les expériences qu'il est capable de faire et de mettre en œuvre, et ça va lui donner confiance et ça va le rendre plus solide pour après. Dans les moments où l'enfant déborde, parce que ça c'est aussi valable dans la partie, ce qu'Erika disait, mais tout au long de l'adolescence, il peut déborder. Il est important d'apporter des réponses sur le même ton que lui et de pas faire l'effet miroir et de réagir dans la colère comme l'enfant. Ça c'est vraiment du rôle de l'adulte de se décaler afin de désamorcer la situation. Donc on sait bien que c'est hyper difficile à faire, mais dans la mesure du possible, et c'est ce qu'il faut essayer de faire autant que possible. L'idée, c'est d'exprimer des messages plutôt clairs et courts et de pas faire des argumentaires avec les enfants l'enfant va se noyer en fait dans plein d'explications. Donc c'est soit de dire non au moment et on revient après, et parce que ça sera contre-productif sinon pour l'enfant. Il semble très important par contre aussi, ça c'est tout au long aussi de la vie de l'enfant, mais que les parents fassent vraiment équipe et se montrent solidaires dans leurs réponses. Donc comme disait Agnès ou Erika, effectivement les parents sont pas toujours d'accord, mais c'est vraiment de pouvoir en parler en dehors et pas devant l'enfant pour que en fait l'enfant soit sécurisé de la réponse qu'il reçoit et qu'elle soit de la même façon s'il va voir son papa ou sa maman. Voilà. Et puis pour aider l'enfant à réguler ses émotions, il faut l'aider en fait à poser des mots et à s'exprimer autrement que par la colère ou par des gestes, de la violence et tout ça. Donc ce qui est intéressant, c'est de repérer avec lui les moments où il sent que ça déborde ou que la pression monte. Et en fait, c'est peut-être de trouver avec lui des astuces ou des rituels qui pourraient lui permettre de désamorcer justement cette pression quand ça déborde. Donc en fait après ça dépend de l'âge de l'enfant et des enfants, mais par exemple c'est
faire des exercices de respiration, aller faire un tour dans le jardin, serrer un coussin très fort. Enfin voilà, ça dépend des enfants et des familles. Et lorsqu'un parent peut apporter une punition, c'est un point d'attention qu'il faut apporter, qu'elle soit mesurée et proportionnée. Il faut bien garder en tête qu'une punition peut être néfaste dès lors qu'elle est humiliante et qu'elle peut être très dévalorisante. Donc ça peut, pas forcément être. Faut faire attention à ce qu'on choisit. Dans ce qu'on peut transmettre aussi, c'est garder en tête qu'il est important d'avoir des moments de qualité auprès de l'enfant dans la journée. On sait bien que le quotidien est très rempli, qu'il peut y avoir une tension palpable, mais ce qui est important dans ces périodes-là, c'est que d'avoir un petit moment de 5-10 minutes tous les jours où le parent consacre un temps qualitatif à l'enfant. Donc au travers une histoire, un petit temps de cuisine ou autre. Enfin voilà, ça dépend. Merci Agathe pour toutes ces astuces. Encore une fois, on voit que l'autonomie s'acquiert petit à petit et que ça permet aussi à l'enfant de prendre confiance, de renforcer son estime qu'il peut avoir. Donc merci beaucoup et le parent continue à être un guide justement ou un phare. Merci pour cette métaphore. Linda, je te laisse poursuivre du coup plutôt sur l'adolescence. Bonjour, oui Linda. Donc je suis une collègue d'Agathe et Erika. Je suis éducatrice. Ma mission, c'est d'accompagner les parents au quotidien dans leur relation avec leurs enfants et je vais vous parler plus particulièrement des adolescents. Donc en effet, au fur et à mesure que l'enfant grandit, les parents peuvent se demander si leur enfant a toujours autant besoin de leur présence. L'adolescent est plus autonome, comme tu le disais, et a envie d'être plus libre dans ses choix. Une des questions principales pour les parents consiste à mesurer les possibles prises de responsabilité de cet adulte en devenir. Il a besoin de sécurisation, alors même qu'il dit parfois le contraire. J'aime bien l'image de l'équilibriste, autant pour les parents que pour les ados. Il a besoin qu'un cadre soit posé, mais son job d'ado, c'est de négocier, voire contourner les règles. Pour cette recherche d'équilibre, Agnès parlait qu'il n'y avait pas de recette, mais j'aime bien parler d'ingrédients précieux. On parle de la confiance. La confiance, c'est important pour la confiance en soi de son ado, mais aussi la confiance entre parents et ados. Il a besoin de savoir que le dialogue est possible et surtout, il a son mot à dire. Son avis compte et il est pris en compte. Le deuxième ingrédient précieux, c'est le compromis. Pour trouver le juste équilibre entre sécurité et liberté, entre cadre protecteur et espace d'expérimentation. Mais comment encourager les expériences de son ado de façon encadrée? Donner un cadre, ce n'est pas le surveiller par tout moyen ou être dans une maîtrise constante. Par exemple, on voit des parents géolocaliser son enfant et en fait, on se rend compte que ça lui apporte pas de repères. Il développe pas la confiance. Le parent va pas forcément parler avec lui, savoir où il est, avec qui il est, quelle expérience il vit. Communiquer autour des limites avec son ado consiste à négocier plutôt qu'imposer. N'hésitez pas à construire le cadre et les règles du quotidien avec lui. Cela permet de se mettre d'accord ensemble sur les bases de fonctionnement, par exemple, sur l'utilisation des écrans, les sorties, la participation à la maison. Il est normal que les jeunes testent le cadre. Le déborde parfois. C'est le propre des expérimentations et recherches des adolescents. Souvent, il n'y a pas lieu de s'en alarmer. Les situations qui doivent par contre attirer votre attention, ce sont les situations de changement de comportement. Son changement d'attitude à la maison ou avec les autres, son humeur qui est très changeante, son alimentation ou même parfois des appréhensions à aller en cours. Quand les règles ou le contrat établi ensemble n'ont pas été respectés, le contrat peut prévoir que cela a des conséquences sur, on peut imaginer l'argent de poche, les modalités de sortie, l'accès aux écrans. Là encore, la relation de confiance est à préserver autant que possible, en acceptant, et ça c'est essentiel, que l'erreur, c'est une étape de l'avancée, du grandissement, et puis il va apprendre à faire autrement. La question, voire l'inquiétude qui revient souvent chez les parents, ce sont les fréquentations des ados. Comment les aider à se positionner dans leur relation? Dans cette période où le jeune est en quête d'identité, on le disait tout à l'heure, il a besoin de se retrouver avec ses pairs, mais aussi de vivre des moments en dehors de sa famille. Les parents peuvent avoir un avis sur ses amis, mais il n'est pas toujours facile de le garder pour soi d'ailleurs. Or, parfois, le jeune, il a besoin d'expliquer ce qu'il vit, qu'il partage ses questions, les questions qui se posent sur ses amis, mais sans pour autant être jugé. Et là, c'est important de garder en tête que le parent, en fait, il reste aussi un modèle pour son enfant et que le jeune, il s'inspire
il s'inspire aussi des modes relationnels de ses propres parents. Et là, ça peut être plutôt un partage d'expériences. Qu'est-ce qu'on a pu vivre aussi soi-même quand on était ado, les choix qu'on a pu faire. En résumé, toutes les situations du quotidien, en gros, sont prétextes à communiquer. On peut par exemple préférer regarder les notes sur Pronote, mais avec son enfant. On voit en fait aujourd'hui, avec l'arrivée de ces supports, les parents ils regardent tout seuls dans leur coin les notes, et puis en fait il n'y a pas forcément d'échange. L'idée c'est de pouvoir continuer d'en parler. Il s'agit en fait de se montrer disponible au quotidien, voilà, sans être intrusif, montrer qu'on est là pour écouter, conseiller, mais sans forcer non plus les confidences. Voilà, on peut en gros, on pourrait se dire que ça correspond un peu à tout âge, c'est-à-dire de garder en tête que en tant que parent, on maîtrise pas tout, on n'est pas parfait, et puis l'essentiel c'est de garder, prendre du plaisir au quotidien avec ses enfants, et puis de valoriser les moments joyeux et positifs. Merci Linda pour cet éclairage autour plutôt de l'adolescence. Je retiendrai quand même la communication avec son ado et la confiance, mais aussi qu'à cette période-là, l'ado il est là aussi pour tester ce cadre et ses limites qu'on lui met. Et donc c'est normal, mais tu nous as donné des petits points au moment où il faut s'inquiéter, et ça c'est à garder aussi en tête. Donc merci beaucoup pour tout ça. Alors moi, je vais ajouter que on n'apprend pas à être parent comme on apprend à lire, à écrire, et que pour le coup, c'est une sacrée aventure. On a entendu plein de belles choses, et je me dis qu'il y a la théorie, et puis il y a la vraie vie, et que c'est un sacré grand écart, et que cette aventure, elle peut être très complexe. Et je me dis que on a peut-être à prendre un petit peu de distance avec tout ça. Alors Agnès, qu'est-ce que tu pourrais éventuellement répondre ou dire par rapport à tout ce qu'on a échangé depuis ce matin? Ce que nous ont partagé Linda, Agathe et Erika, on a entendu plein de choses qui sont effectivement les ingrédients, je dirais, indispensables pour fixer le cas les limites, pour accompagner cet enfant, comme je le disais, de la petite enfance jusqu'à l'autonomie. Et nous, ce qu'on constate aujourd'hui dans les points écoute parents, qui sont des permanences où les parents peuvent venir rencontrer une professionnelle pour livrer quelquefois leurs inquiétudes, parce qu'en fait, ce cadre dont on parle, en fait, comment on le met, quelles sont les limites, et comme on le dit, comment un cadre peut quelquefois être trop serré pour un enfant, ou quelquefois il peut être trop large. Donc les parents, quelquefois, ils ont besoin simplement d'être rassurés sur ce qu'ils vivent avec leur enfant, ou de se réassurer. Parce que dans le réassurer, ça veut dire que en tant que parent, j'ai effectivement dans ma mission un job qui est pas très marrant, qui est, comme vous disiez, de répéter tout le temps les mêmes choses pour que ça rentre bien dans l'esprit de l'enfant, et puis aussi d'accepter de déplaire. Et cette perte de l'image du parent parfait qui est sympa, parce qu'en fait, chaque parent le matin quand il se lève, il a envie d'être gentil. Oui. Eh ben non, quelquefois, il faut accepter de déplaire. Et ça, c'est pas forcément la partie la plus facile. Et je dirais que c'est ce qu'on constate de plus difficile chez les parents. C'est d'accepter de dire non. En fait, si je dis non à mon enfant, si je sais pourquoi je lui dis non. La menace, en fait, n'est pas un bon système dans l'éducation. Il vaut bien mieux un bon non affranchi et libéré. Sans crier, l'enfant l'acceptera beaucoup plus plutôt que « Ah, tu sais que si tu fais ça, tu vas voir ». Ça, en fait, l'enfant, il l'entend une fois, 10 fois, et après, il dit, de toute façon, elle peut toujours parler, ou il peut parler, je pourrais le faire. Donc, c'est vraiment, comme le disait, je sais plus, l'une de vous, en fait, la cohérence, et que la consigne soit donnée d'une façon claire et précise. Et même si l'enfant cherche à l'enfreindre, parce que c'est aussi comme ça qu'il grandit. Dans sa conquête de l'autonomie, il va bien falloir qu'il apprenne par lui-même. Donc c'est très important que petit, ce cadre soit bien cadré, ce qui lui permettra d'ailleurs de vivre beaucoup mieux cette période de l'adolescence, où là, il comprend qu'il va construire ses règles pour lui-même, donc il a besoin aussi de les enfreindre pour trouver ses propres limites. Et c'est toute la complexité justement à l'adolescence de se dire, voilà, cette relation avec mon enfant, elle est plus compliquée parce que je ne le reconnais pas. En fait, il obéit plus comme quand il était petit. Il me renvoie l'image d'un parent ringard, chiant, pardon, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Et comment est-ce que moi, dans ma relation, je vais pouvoir continuer à avoir cette bonne communication? C'est aussi en l'associant aux règles que l'on va définir. Effectivement, est-ce que en semaine, on a le droit à un temps d'écran particulier? Est-ce que la veille d'un week-end, je peux aller dormir chez un copain, chez une copine? Est-ce qu'on peut aller faire une petite sortie ensemble? Voilà, donc toutes ces choses-là, elles vont effectivement être à construire avec l'ado dans un climat de confiance, parce qu'en fait, c'est ça l'essentiel. L'ado va tout le temps vous renvoyer l'image du parent qui est un peu le mur sur lequel il va venir
taper pour pouvoir grandir, mais en fait, il a quand même besoin de cette tendresse qu'on lui donne sans trop lui montrer, parce que c'est toujours pareil, c'est une question de dosage. Comment est-ce qu'on arrive à montrer qu'on les aime en leur donnant finalement un cadre dont ils ont besoin, mais qu'ils rejettent en même temps. Voilà, donc c'est un peu confus tout ça. Et de toute façon, l'adolescence est une période de grande confusion. Et donc là, on voit des parents qui sont un peu démunis, c'est vrai. D'autant que la question des écrans vient quand même pervertir cette relation. Mais encore une fois, il faut de la cohérence. Les écrans font partie de nos vies. Et elles font partie de la vie des parents, puisqu'on nous demande tous les jours de faire tout sur nos écrans. Mais c'est vrai que si on veut que nos enfants les regardent moins, il faut être cohérent. Vous pouvez pas instaurer une règle à la maison de pas d'écran pendant le déjeuner et répondre au téléphone, vous, en tant que parent. Et là, je dirais que moi, j'ai un peu envie de finir là-dessus. Ce qui est important, je crois, dans toute l'éducation de l'enfant, c'est que le parent représente l'autorité, qui n'est pas à confondre avec l'autoritarisme, mais plutôt autorité en sens de exemplarité. Comment moi, en fait, je suis là pour montrer l'exemple, donc il faut que je sois cohérent avec moi-même. Donc on en revient à la case départ, bien réfléchir à ce que je veux de mieux pour mon enfant et comment je vais le conduire jusqu'à l'âge adulte. Merci. Et du coup, on peut peut-être ajouter que c'est OK s'il y a un peu de variabilité finalement aussi dans le cadre. Ah oui, bah heureusement. Alors nous, quand on a des ateliers qu'on peut proposer aux parents sur la question du cadre, on prend cette figure géométrique d'un carré et sur chacun des côtés du carré, on pose quelque chose. Si par exemple vous dites que un des montants du carré, un des côtés du carré représente, je dirais, ce qui est interdit. Donc c'est la loi qui fixe l'interdit. Donc ça, bon bah voilà. Vous vous appuyez là-dessus. On n'a pas le droit de boire d'alcool avant tel âge. On n'a pas le droit de conduire sans casque. Voilà. Donc ça, c'est l'interdit. Et puis après, on a ce qui est de l'ordre du non négociable dans une famille. Donc chez moi, qu'est-ce qui sera non négociable ne sera pas la même chose que chez vous. Tout à fait. Voilà. Après, le troisième côté sera ce qui sera de l'ordre du négociable. Donc voilà, qu'est-ce qui est négociable? Bah, est-ce que c'est justement une sortie le soir? Est-ce que c'est la coupe de cheveux? Est-ce que c'est l'habillement? Est-ce que c'est le rangement de la chambre? Est-ce que c'est mettre la table? Voilà. Et ça, dans chaque famille, ça sera à définir en fonction de ce que vous décidez avec l'enfant, parce que je pense que c'est très important à la fois de susciter sa coopération et en même temps de fixer avec lui les conséquences si la règle est enfreinte. Et ça, il est au courant que si par exemple, il a dépassé son temps d'écran, il sera privé peut-être le lendemain de l'écran. S'il n'a pas mis la table, quelque part, il sera peut-être obligé de la faire 2 fois de suite. Vous voyez, donc c'est des choses qui sont connues d'avance. En fait, c'est important qu'au moment où on fixe la règle, la conséquence soit fixée avec lui. Et c'est vrai qu'on parle plutôt de conséquences plutôt que de punition, parce qu'on n'est plus tellement dans ce rapport vertical de je dirais d'emprise de l'adulte sur l'enfant, mais plutôt de coopération avec l'enfant. Et puis pour finir, je dirais de ce carré, donc interdit, non négociable, négociable, qu'est-ce qui est de l'ordre de la liberté. Et ça, c'est très important au moment de l'adolescence, Linda en a parlé, c'est comment est-ce que justement on arrive à trouver des moments de qualité avec nos ados. Je dirais que c'est plutôt sur cet espace qui est de la liberté. Donc si vous leur dites par exemple sur le choix de tes musiques ou le choix des concerts, voilà, c'est ta liberté. Mais comment je vais moi dans le monde de mon ado et comment je trouve ce moment où je peux partager quelque chose avec lui? Parce que souvent les parents, on est dans des exigences. Est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que tu as rangé ta chambre? Est-ce que tu rentres à l'heure, machin et tout ça? Mais quand est-ce que moi je m'autorise à aller dans le monde de mon ado et de découvrir ce qu'il vit sur ses jeux vidéo, ou alors qu'est-ce qui le fait vraiment, qu'est-ce qui l'amuse quand il est dans un contexte de compétition, ou qu'est-ce qu'il a apprécié de ce concert, ou pourquoi est-ce qu'il aime cet auteur de musique? Vous voyez, autant de choses qui font que tout d'un coup votre image de celui qui fixe la règle peut être un petit peu mise de côté, et comment on travaille à ce qu'on appelle nous un peu la colle familiale, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ce lien il se passe bien en famille. Voilà. Est-ce que ça va être le dimanche soir parce qu'on décide qu'il n'y a pas de dîner mais que c'est je dirais open fridge et chacun se fait sa petite embouille? Ça peut être la question d'un repas, mais de quelque chose que l'on partage. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, et encore plus maintenant où on est de plus en plus chacun pris par ce temps d'écran qui nous pousse un peu à nous replier sur nous-mêmes. Merci Agnès. Ça me fait résonance avec une phrase d'un parent quand on a fait le micro-trottoir, Lucie, où c'était de mémoire en tant que parent, tenons bon. La parentalité, c'est pas facile, mais c'est chouette. Tu le disais Agnès, du coup parfois les parents sont démunis, peuvent se sentir seuls et c'est pas toujours facile. Et dans ces cas-là, il existe quand même quelques lieux ressources. Tu as parlé des points d'écoute notamment. Points parents, oui. Voilà. Je sais que sur la commune, il y a aussi des choses. On propose des groupes d'échange de parents. Il y a aussi des temps parents-ados où on peut partager des temps autour d'escape games, de ciné-débats, etc. Est-ce que vous en auriez d'autres? Je dis vous, peut-être Agnès, peut-être Agathe?
Nous, il y a la PMI qui peut déjà être un endroit où les parents peuvent venir déposer toutes les questions qui les encombrent. Voilà, ils peuvent être reçus soit par des consultations avec les puéricultrices, ou il y a aussi un autre mode d'entrée, c'est les permanences éducatives, où là, chaque parent peut venir librement dire, bah voilà, mon ado c'est compliqué, je sais plus comment faire. Donc des fois, ça permet juste de reprendre confiance en sa parentalité, et puis il faut un rendez-vous, 2 rendez-vous, et c'est facile. Pour les plus petits, on a les LAEP, c'est les lieux d'accueil enfants-parents. Donc voilà, il peut pour les plus grands y avoir la maison des ados. Et voilà, dans ce qu'on peut vous partager. Si je peux ajouter, donc c'est vrai que un peu comme les permanences éducatives, donc les points écoute parents sont des lieux où le parent peut venir chercher de l'aide et se rassurer. Donc ça, c'est plutôt pour l'accueil individuel de chacun des parents. Mais je pense que le collectif est aussi très important. Et nous, on a des actions comme ce qu'on appelle le Café des parents, donc qui est un lieu géographique à Angers, où 2 fois par mois, il y a des soirées dédiées aux parents qui sont là plutôt dans, je dirais, l'échange entre parents. Même si un professionnel est là de l'EPE, en fait, c'est plutôt pour guider la parole. Donc, on fixe un thème, donc que ce soit voilà sur les émotions, hein, donc enfants en colère, parents en galère, ça c'est vraiment assez classique, mais aussi sur la question du sommeil, mais aussi sur comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve parent solo, enfin toutes les questions qui peuvent traverser, je dirais, les parents, puisqu'en fait, on est bien parents à travers tous les âges de l'enfant. Et puis il y a des groupes de parole aussi. Donc ça, je pense que c'est important de se retrouver quand on est dans une période de vie bien particulière, que ce soit devenir parent, donc quand on attend le premier enfant et que on est encore dans le monde de l'enfant, la projection de l'enfant idéal, qui va très vite finalement faire déchanter les parents dès la naissance. Et puis dans d'autres circonstances de la vie un peu plus lourdes, comme le groupe de parole de pères séparés que l'on anime maintenant depuis 11 ans, et qui permettent à des pères de parler de leur parentalité dans des contextes quelquefois difficiles de séparation. Merci pour tous ces lieux ressources. Et puis du coup, je rappelle quand même qu'au niveau local, il y a le centre social qui peut à la fois orienter vers tous ces lieux et ces espaces. Et on peut aussi être créateur de choses soit innovantes ou de nouveaux temps, si plusieurs habitants en tout cas ou parents sont partants. Voilà. Merci à toutes en tout cas pour ces échanges et ce partage. C'était vraiment riche et intéressant. J'espère que vous, parents, vous aurez aussi plaisir à écouter tous ces échanges. Pour ceux qui le souhaitent, nous vous invitons à poursuivre ces échanges en présentiel, donc le lundi 20 janvier de 18h30 à 20h à l'espace jeunesse de Verrières en Anjou. Seront invités du coup les professionnels qui étaient présents là au podcast, donc ce sera un grand plaisir de pouvoir discuter en vrai tous ensemble. Pour vous inscrire, vous pouvez donc envoyer un mail à lucie.lemoine@pass.age-asso.fr ou par téléphone au 06 42 25 35 06. La prochaine émission sera diffusée le 23 février. Nous aborderons un autre sujet, la charge mentale, être parent, mais pas que. Merci pour votre écoute. À tout bientôt pour cette belle aventure. Une production Parole et compagnie.